Salut les néo-autonomistes. Marie nous reçoit dans l'Allier afin de nous montrer qu'il est possible de trouver en France une maison avec terrain de 6000 m² et de lancer son activité agricole pour moins de 10 000 euros. Cela demande de réaliser des concessions, de faire beaucoup de récup et d'y mettre de l'huile de coude. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur la chaîne. Bonjour Marie. Bonjour Brian. Merci de nous recevoir dans l'Allier. Oui. Je viens te voir parce qu'il y a... Ça fait quoi, 2 ans que tu... 2 ans et demi, oui, à peu près. 2 ans et demi que tu partages tes exploits sur YouTube. Sur YouTube. Dès que je t'ai vu au début, je dis combien de temps ça va durer sa chaîne, parce que c'est vrai que c'est pas facile, tu dois voir maintenant ce que ça donne. Tu te spécialises en plantes aromatiques? Oui, c'est une partie de mon activité, en tout cas, oui. Et tu fais quoi d'autre alors? Alors, je fais un peu de vidéos du coup, et j'aimerais diversifier petit à petit mes activités. Mais les plantes aromatiques, c'est surtout pour financer mon projet d'autonomie, c'est un projet de vie plus qu'une activité professionnelle, mais ça en fait partie à part entière. Ça te plaisait quand même? Ah, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui t'a attiré dedans jeune déjà? J'ai toujours aimé les plantes. Alors, je voulais être pépiniériste plus jeune, après maraîchère. Et les plantes aromatiques, il y a un côté où déjà elles sont vivaces. Moi, je voyais un peu le côté un peu moins de travail tous les ans, contrairement à un maraîcher. Et je sais pas, il y a tout qui me plaît, les odeurs, les couleurs. Enfin, c'est un métier qui est juste poétique. Ah, c'est beau. Et tu te sens bien quand tu es au milieu de tout ça? Quand je suis au milieu de mes plantes, c'est très beau. Moi, je viens de voir aussi pour plusieurs raisons. Tu t'es lancé avec un budget très limité. On peut parler rapidement un peu d'argent pour que les personnes aient une idée? Bien sûr, pas de problème. Donc, tu as une maison qui fait quoi? À peu près, alors moi je vis actuellement dans 28 m², il y a à peu près la même superficie à aménager à l'étage, plus les petites annexes, on peut dire 70 m² en gros. Voilà. Et le terrain en tout, t'en as pour combien? J'ai 6000 m², un peu plus. Et alors alors je sais pas si on dit le courage ou si on va dans la diagonale du vide, je pense qu'on est en plein dedans. Je pense qu'on est plein dedans, oui. On peut avoir une maison de 70 m² avec autant de terrain pour combien? Moi, 8 000 euros. 8 000 euros. Voilà. C'est beau, je crois que c'est un des... Il y a Solofray aussi qui avait 8 000 euros pour son terrain. Par contre, ça implique, je pense, beaucoup de travaux. Oui, alors moi j'avais la base 4 murs, un toit et bon, connexion réseau eau et électricité. Pas mal. Mais c'est déjà pas mal, voilà, pour ce prix-là, parce que des fois il n'y a pas la connexion réseau. Et après, on aurait pu vivre dedans, mais c'était un peu vétuste et pas du tout. Il y avait beaucoup de béton partout. C'était une maison qui avait été rénovée dans les années 60, je pense. Donc mal. Ouais, donc pas très bien. Et moi, j'ai préféré la rénover un peu plus, de manière un peu plus naturelle, on va dire, avec des matériaux plus naturels. Vas-y, développe. C'est genre quoi? Donc, je reprends mes murs en chaux sable avec le sable de mon terrain. Donc, j'achète la chaux évidemment et j'utilise l'eau de pluie. Et voilà, j'essaye de faire un peu d'éco-construction, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, de l'éco-rénovation. Bah si, il n'y a rien de plus écologique que prendre en priorité ce qu'il y a autour de moi. J'essaye vraiment de faire au maximum avec les choses que je peux récupérer autour de chez moi. Et quand je peux pas, voilà, je vais chercher ce qui me manque, mais j'essaye de faire au maximum avec ce qui m'entoure. Comment tu t'es lancé parce que tu avais des bases en éco-construction? J'avais fait 2 petits chantiers participatifs plus jeunes. C'est là où j'ai découvert tout ce monde un peu... pour moi, c'était un peu magique de découvrir qu'on pouvait construire une maison avec juste un peu de terre, parce que c'était plutôt en terre-paille, les chantiers j'avais participé. Découvrir qu'on pouvait faire avec de la terre, des arbres, quelques arbres, enfin on arrive à créer des habitations, on n'est pas obligé d'avoir des crédits sur le dos toute notre vie. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'angoissait beaucoup. J'ai eu une première maison où j'avais un crédit, j'ai fait en sorte d'avoir un petit crédit qui durerait le moins longtemps possible. Mais c'était une source d'angoisse pour moi, je voulais me libérer de ça. Et voilà pourquoi j'ai eu cette maison. Je me ressens dans ce que tu dis. Mes parents m'ont élevé en mode ce serait bien que tu sois propriétaire, comme ça tu n'auras pas à payer des loyers. Et quand j'ai commencé à être virtuellement propriétaire après 25 ans si je payais pendant 25 ans les traites, c'est effrayant de se dire en fait qu'on appartient à la banque à partir de ce moment-là. C'est ça. Et puis en fait, moi je me sentais bloquée. C'est comme si tu peux pas... Enfin, ouais, tu as un manque de liberté, tu es obligé de payer ton crédit, donc tu es obligé d'aller soit travailler... Enfin, moi, je pense que je ne me serais pas lancée dans les plantes aromatiques, justement, en étant avec un crédit. Parce que c'est connu, on devient très riche. On devient très riche dans ce genre de métier, c'est l'opulence, etc. Donc,
Moi, j'avais besoin de réduire au maximum mes besoins, mes frais pour pouvoir faire ce que je veux dans la vie et en ayant un crédit, pour moi, c'était pas possible en tout cas. Ça aurait été compliqué. Je pense que c'est une très belle intro. Est-ce que tu pourrais nous présenter alors cet espace, parce que là, c'est sûr, ça fait pas autant de milliers de carrés que non, tu ça nous fait as à peu annoncé. près 300 mètres carrés ici, ce petit endroit-là. Et alors, ça te sert à quoi? C'est pas là où tu fais tes plantes aromatiques? Non, là c'est mon potager, bon, c'est pour me nourrir, voilà, principalement. Donc j'essaye de produire une grosse partie de ma nourriture. Je ne suis pas complètement autonome, mais j'en produis une bonne partie. Et donc voilà, j'ai à peu près le mandala, parce que j'ai fait en rond, un potager en rond. Voilà. Donc le mandala, il fait à peu près 40 mètres carrés, quand je compte les plates-bandes, pas les allées, voilà, j'ai à peu près 40 mètres carrés de culture, puis j'ai 2 bacs de 4 mètres carrés sur les côtés, et plus un petit jardin forêt que j'ai fait derrière, on montrera plus tard. Avec 3 nouvelles habitantes? Oui, 3 nouvelles petites copines. Je précise juste quelque chose, parce que c'est vrai que ça ne se verra pas. Oui. Nous sommes début juin. Oui. C'est étonnant, hein. Tu vois ça régulièrement dans ouais, l'allier? Le temps qu'on a eu cette année, non. Après, moi, j'ai le souvenir, on en parlait, de 2021 qui avait été assez pluvieux et assez frais. Mais moi, depuis que je fais mon potager, je crois que c'est la première année où on a autant de pluie ici, quoi, en tout cas. Donc ça a eu un peu de mal, mais ça démarre doucement. Mais ça manque de chaleur. En fait, c'est surtout la fraîcheur, parce qu'on a 12-15 degrés en ce moment et de la pluie constante. Aujourd'hui, il fait meilleur, on a de la chance. Il pleut pas. Mais voilà, donc c'était un peu compliqué, mais malgré tout, je suis contente, je m'en sors pas trop mal, parce que j'ai eu peur au début, quand j'ai mis les plantes en terre, mi-mai, j'ai eu peur que tout se fasse dévorer. Oui, on a eu en plus le gel au mois d'avril. Okay. Ouais, bon, ça, après, le gel au mois d'avril sur le potager, ça n'a pas fait trop de dégâts. Sur les fruitiers, par contre, je ne verrai pas de cerises, je ne suis pas sûre d'avoir des pommes. Ah, ça a gelé les fleurs? Ouais. Ah, en plus, il était beau au cerisier. Ah, et dis-moi, parce que c'est vrai que je crois que c'est une des premières fois que je filme dans l'Allier. C'est quoi le climat que tu as ici quand il fait très froid et chaud? C'est quoi le genre? Oui, bah, moi, après l'Allier, c'est vallonné, donc moi je suis plutôt dans un creux, donc j'ai pas de... Non, dis pas trop. Non, dis oui, mais voilà, moi c'est plus -7 à peu près, et c'est exceptionnel, hein. On peut avoir quelques journées des fois, au pire 4-5 jours, mais c'est jamais très long, le froid. Et après l'été, maintenant, on en connaît tous les chaleurs. Même ici? Ah oui, mais je crois même, peut-être même plus qu'ailleurs. Le centre de la France, il chauffe beaucoup, hein, j'ai l'impression. Et niveau pluviométrie, vous êtes dans la moyenne ou il pleut plus ou c'est quoi? Alors moi, j'ai l'impression, alors je suis pas très chiffre, et du coup... c'est pareil, moi je suis dans un creux, pas loin d'une rivière, et les pluies, elles sont plutôt dans les terres un peu plus autour. C'est souvent que les orages y passent autour. Après, tout le monde dit ça, mais c'est vrai. C'est frustrant. Après, à part ce printemps où vraiment il pleut énormément. Mais on a eu, depuis que je me suis installée en tout cas, j'ai eu beaucoup de problèmes de sécheresse et d'eau. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis en place des cuves et tout ça. Et pour ça aussi peut-être que tu diriges vers les plantes aromatiques? Oui, parce que c'est plus résistant, mais aussi en fonction de mon sol qui est très sableux. Parce que faire du maraîchage, je pourrais dans le bas du terrain, mais ça serait quand même plus compliqué. C'est quand même des légumes. Les légumes demandent beaucoup d'eau et un sol assez riche quand même, et ça serait compliqué. Les aromatiques, elles se contentent de pas grand-chose. Et alors c'est pour ça que tu disais que tu construisais avec le sable de chez toi, c'est que dès qu'on creuse, je fais semblant de découvrir à la caméra, mais on l'a vu, mais c'est extrêmement sableux. C'est un tas de sable, on dirait une dune, mais je pense que c'est l'ancien lit de la rivière qui est plus loin en fait. Ça me paraît assez logique, parce que je vois pas comment du sable arriverait comme ça en grande quantité, parce que quand je parle à mes voisins, ils n'ont pas autant de sable que moi, ils ont un sol sableux, mais pas autant que... Oui, ça devait être détourné. Ouais, ça doit être un peu localisé, c'est mon terrain qui est comme ça. Et alors comment tu fais? Parce que ça a l'air quand même de... Bon là, il y a de l'eau, ici, il est de meilleure qualité, la terre elle est de meilleure qualité, c'était un ancien potager aussi, donc je pense que les personnes avant devaient aussi l'enrichir, mais là, le terrain est déjà de meilleure qualité. Tu fais pas mal de structures avec tout ce que tu trouves? Voilà, donc là j'ai refait mes structures en acacia, pour que ça soit plus durable, parce que les premières années je les avais fait en noisetier, mais moi mon potager je l'ai construit pendant notre fameuse période où on était séquestrés chez nous. Et ça crée des vocations alors. Et du coup ça m'a permis aussi de découvrir que je pouvais faire des choses sans avoir accès au magasin.
Tu vois, par exemple, j'aurais peut-être été acheter des poteaux, des choses comme ça, pour faire des structures. Et bon, elle n'est plus visible, mais j'avais fait une clôture tout en noisetier, parce que j'avais récupéré une petite poule à l'époque. Et pour lui faire son poulailler, j'avais tout fait en noisetier, j'avais tout tressé pour lui faire une clôture. Et en fait, je me suis débrouillée comme ça. Et là, j'ai découvert un peu le mode débrouille, récup. Je crois que ça m'a bien aidé cette période, malgré tout. Tu as l'air de dire aussi que ça t'a plu parce que tu t'intéresses de plus en plus à tout ce qui est osier, vannerie. Oui, bah ça c'est un petit projet secret. Ah mince, pardon. Non, mais ça c'est un peu des choses que j'ai envie de... Ouais. Non, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de diversifier mes activités, ça c'est pas un secret. Et j'ai plusieurs choses qui m'appellent et pour l'instant je tâtonne à droite à gauche et je vais voir ce que je peux faire, ce que je peux développer. On va parler de l'eau parce que juste Oui. derrière tu as le J'ai un puits. Mais je vais d'abord te poser une question dont je connais déjà la réponse parce que c'était une de mes premières questions. Quand on est une femme et qu'on s'expose sur les réseaux, moi je vois, quand je partage une femme par rapport aux hommes, j'en ai malheureusement moins, peut-être à cause de ça. Comment ça a été perçu par la gente masculine Alors, en vrai, il y a beaucoup de côtés positifs. Il y a quand même beaucoup de gens bienveillants qui vont nous encourager. Mais il y a des personnes qui se permettent des choses, je pense, qui ne se permettraient pas à des hommes, que ce soit dans les dires ou dans les actes. Parce que voilà, jusqu'à venir chez moi ou... Ah, carrément. Ou voilà. Alors que tu n'as jamais invité, non, jamais dit jamais lancé d'invitation, vous Ouais. pouvez venir quand vous voulez, à n'importe quelle heure. Et très vite, du tout début, vraiment, je pense que le premier mois, j'avais déjà des visiteurs. Des personnes qui viennent Ouais. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, bon, je ne vais pas donner de nom, mais les 2 femmes que je suis allé voir l'an dernier, ça va être facile, qui m'ont témoigné que des personnes allaient les voir et tenter. Donc il y a un moment, je sais pas. Oui, c'est le respect. Enfin, pour moi, c'est un manque de savoir-vivre. Enfin, c'est pas pour être méchante, hein, c'est juste que pour moi, je connais pas les personnes. En fait, ils ont l'impression de me connaître, mais moi, c'est pas réciproque. Ça, c'est un problème des réseaux. C'est ça le problème des réseaux, je pense. Après, si je veux développer sur le côté être une femme aussi, je pense qu'au début, on a moins de crédibilité. J'avais l'impression qu'on me prenait pas au sérieux dans ce que j'allais faire. C'est peut-être pour tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que dès que je montrais un peu de bricolage, je suis pas une pro du bricolage, hein, j'apprends au fur et à mesure, qu'on remettait tout en question, tout ce que je faisais, et que après il y a ceux que ça épate et qui m'encouragent du coup d'aller dans cette démarche, et il y a les personnes qui voudraient un peu me rabaisser, j'ai l'impression parfois. Oui. Mais je pense que alors que homme ou femme. Ouais, mais c'est peut-être pour tout le monde hein, comme ça. Bah, nous, quand on partage sur les réseaux, certains ils se disent ok, ils font ça que pour l'argent. On fait ça évidemment en étant heureux d'avoir de l'argent parce que sinon on pourrait pas le faire. Et tu vois, en fait, dans l'attaque, il y a une certaine logique où on dit comment tu veux t'améliorer pour toi sur les travaux, comment tu veux t'améliorer si tu le fais pas. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis de toute façon, moi, depuis que je suis propriétaire, j'ai rien à perdre en fait. Au pire, si je fais une bêtise, je recommence et puis voilà. J'ai pas de compte à rendre en fait, à part à moi-même. Puis voilà, donc ça me voilà. T'as pas eu le genre de phrase « Oui, mais beaucoup de monde commence à vous regarder. Si vous le faites faire par les personnes qui vont vouloir vous suivre, vous avez une responsabilité. » Alors moi, j'ai vu ça. J'ai dit oui, alors peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme ça, mais moi, je pense pas comme ça. Mais crois tu l'as beaucoup. eu ou pas? Peut-être, mais c'est peut-être passé au-dessus, parce que moi je crois beaucoup à l'autogestion justement. Et voilà, donc moi, chacun est responsable de sa propre vie, de ses propres actes. On doit peser le pour et le contre dès qu'on se lance dans quoi que ce soit, même dans les plantes aromatiques. Hein. Je peux vous parler des vertus d'une plante, elles peuvent être dangereuses pour une personne ou quoi. C'est à chacun de savoir, d'être responsable et de se renseigner et avant de se lancer dans quoi que ce soit. Voilà. Donc non, moi je montre ce que je fais et je dis pas aux gens qu'ils doivent faire ce que je fais. Je leur montre et puis après ils en font ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, je suis content d'enregistrer ça, Marie. Merci beaucoup. Marie, oui. La chance que tu as quand même ici, il faut avouer, en plein milieu du mandala, t'as un puits. J'ai un puits, ouais. Quand je suis arrivée ici, j'ai le puits qui est au milieu du terrain et c'est vrai que j'avais déjà fait un potager en mandala parce que je trouvais que la forme était sympa. Il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles j'avais fait. Et donc j'ai fait le mandala autour du puits pour une raison pratique. Bon, déjà parce que j'arrose mon potager avec l'eau du puits. Donc normalement je le fais au seau, je le fais toujours au seau d'ailleurs. Bon là je n'ai pas le seau mais je remonte comme ça à la main. T'as de l'eau à combien là je crois que c'est à 8 mètres. Ouais. Mais après j'ai de l'eau...
Presque tout le temps. Ça m'arrive que parfois, fin août, ça tarisse, mais ça monte tout doucement. Donc je peux arroser le potager, mais voilà, doucement. Je pourrais pas m'en servir, par exemple, pour la maison. Ça serait limité, en fait. Ça suinte un peu? Ouais, ça se remplit doucement, quoi. En 2 jours, ça remonte un peu. Je vais quoi réarroser. Mais c'est vrai que des fois, fin août, début septembre, ça peut être un peu limite. Mais bon, déjà, ça me sert C'est un bon début. Ouais, presque tout le temps. En fait, j'arrive toujours à l'arroser avec le puits. C'est juste je vois bien qu'à la fin août, début septembre, c'est un peu, faut y aller avec parcimonie, quoi. Mais voilà. Et au début, l'idée, c'était, alors je l'ai pas fait, hein, c'est ce qu'on en parlait, de mettre un asperceur qui tourne comme ça sur le haut du puits pour arroser toutes les plantations. Bon, j'ai pas mis en place pour l'instant, j'avais un peu peur aussi par rapport aux maladies des fois, tu vois, de mouiller les feuillages. Et après, je me dis maintenant, vu les étés secs qu'on a, après ça dépenserait plus d'eau, mais on arroserait mieux les allées et tout, et ce qui ferait que tout le sol serait bien trempé. Oui, c'est l'ensemble, c'est pas juste pas sous juste la la plante. plante, et je pense que ça serait un meilleur arrosage. Donc je suis en train de réfléchir à ça, je sais pas si je le ferai, mais... T'as 2 écoles hein, là-dessus. Donc, ouais, donc moi je pense qu'il faudra tester en fait, pour trancher. Ce qui est fou, c'est que ça pousse même autour du puits, c'est quand même assez fertile ici par rapport. Oui, la terre ici, elle est bonne en fait. Déjà, on est surélevé, donc, parce que mon potager est entouré d'un petit mur en pierre. Et je pense qu'ils ont entretenu cette zone pendant sûrement la maison, je ne sais pas de quand elle date, mais elle a dû être entretenue pendant longtemps. Et la personne qui était là avant, je la voyais, c'était une personne âgée qui apportait du fumier tous les ans, donc je pense qu'il a bien travaillé pour moi. Et toi, tu continues plus à le faire? Si, je continue à le faire, j'apporte du crottin de cheval, et puis pareil, tonte, un peu tout ce que je peux récupérer, hein, après des feuilles mortes des fois. Ouais, bah vas-y, n'hésite pas à nous présenter, parce que comme ça, je me mets devant, donc tu mets de la tonte. Ouais, là j'ai mis de la tonte parce que j'en avais, après à côté il y a de la paille. Ouais. Là c'est de la tonte, j'avais fait un apport de crottin en automne, Okay. parce que de temps en temps je travaille dans un petit haras et du coup j'ai l'occasion d'en récupérer là-bas, à foison. Et puis voilà, il y a de la paille, des fois c'est des feuilles mortes, ça dépend. Voilà. Mais c'est pas des buttes, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment des plates-bandes sur lesquelles je viens apporter de la matière. Pour Tu éviter... rajoutes la matière, ouais, tu voilà. C'est juste pour éviter, voilà, j'ai fait des formes pour éviter de marcher dedans, tout simplement. Et niveau légumes, tu arrives de quand à quand à peu près à auto-fournir tes besoins? Je pense que bientôt je vais avoir les premières courges pâtissons qui vont pas tarder. Ouais. On va dire que vers mi-juin, début juillet, jusque mars, par là, je peux me nourrir avec les légumes du potager, je fais les pommes de terre, les courges. Jusque mars de l'année d'après. Oui, oui. Bien, oui, parce qu'avec les légumes d'hiver, je fais beaucoup de courges. Après, il faut accepter aussi de manger souvent la même chose. Voilà, il y a des gens qui pourraient peut-être pas, mais par exemple, les courges, c'est comme les pommes de terre. Pour moi, c'est des légumes qu'on peut faire en gratin, en soupe, enfin, en sucré, en tarte. On peut faire énormément de choses. Moi, j'aime beaucoup ça, donc il n'y a pas de problème d'en manger souvent. Les pommes de terre, c'est pareil, j'ai pas de problème d'en manger souvent. J'ai aussi des crônes du Japon que j'ai implantées dans le jardin forêt. Moi, je mange beaucoup de betteraves, j'aime bien les betteraves. Donc là, cette année, j'en ai fait un peu moins, mais il y en a quelques-unes là sur les côtés. Mais oui, j'en mange beaucoup en salade ou cuite ou crue. Donc en fait, l'hiver, il y a pas mal de choses en frais. En fait, moi, j'aime pas trop faire des conserves, j'en fais un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que je préfère manger frais, parce que c'est meilleur. Pour ma santé, je considère que le corps, il est fait pour manger du frais et non pas du cuit, surcuit. Et donc, ouais. Mais bon, c'est pas 100% de ma nourriture qui est issue, mais une grosse partie quand même. Dis-moi, petite question. Là, pour tes allées, tu as mis du géotextile oui. Et de la pomme de pin. Pomme de pin. Donc là, le géotextile, c'est cette année, là, je l'ai mis parce que j'avais un rouleau qui me restait. Okay. Et alors, il n'y en a plus beaucoup, mais les pommes de pin, voilà, je les récupère dans un petit bois, voilà, pour faire le paillage, pour remplacer les écorces de pin. Au lieu d'aller en acheter des sacs, autant, moi, voilà, toujours récup au maximum et faire avec ce qu'il y a autour de moi, et au lieu d'aller acheter des sacs emballés sous plastique qui ont été transportés, etc., je prends des pommes de pin. Il faut prendre le temps, mais quand on voit le prix d'un sac d'écorce, c'est cher en fait. Et finalement, ça se ramasse vite. C'est vrai qu'on peut paraître un peu folle de faire ça, mais moi, ça me dérange pas. Et puis, ça nettoie à un autre endroit. Ouais, ça nettoie à un autre endroit. Puis là, c'est pas très beau cette année, mais quand il y a un bon tapis, c'est joli. Et voilà, c'est efficace. Mais ça doit bien se désagréger là avec la pluie. En fait, c'est le piétinement quand elles sont secs
qu'elle se casse un peu. Mais ça n'empêche pas, hein, moi j'en avais une bonne épaisseur. Bon là c'est que voilà, cette année j'ai remis du géotextile, du coup j'ai dû tout enlever, mais sinon l'herbe elle poussait presque pas en plus. Ok, donc c'est pratique. Ouais, c'est pratique. Et puis en plus voilà, c'est sympa quand c'est bien recouvert. Et ça acidifie pas trop le sol, parce que je pense qu'il y en a qui doivent se poser la question. Alors moi oui, tout le monde me dit ça. Bon déjà c'est mes allées, donc je m'en fiche si ça acidifie. Ouais, mais à côté peut-être. Ouais, le lessivage. Mais je pense qu'une forêt de sapins, ma théorie, c'est que quand même, pour acidifier en profondeur, il faut des années de couches et de couches et de couches. Donc je ne suis pas sûre que ça acidifiera vraiment mon sol. Puis en plus maintenant il y a le géotextile, je pense qu'il y aura moyen de récupérer quand même la matière s'il fallait. Ouais. Là tu as des oignons et tu as les carottes qui sont un peu mélangées dedans, parce que j'ai des poules qui ont tout mélangé. Ensuite là j'ai des choux raves qui arrivent à survivre aux limaces et aux escargots, hein, parce que cette année du coup elles sont heureuses. Ouais, c'est chaud. Ouais. Mais bon ils arrivent quand même, hein, parce que moi les choux j'arrive. C'est un peu difficile pour moi vu que mon sol il est très sableux, même si ici ça va quand même. J'ai quand même un sol qui est pas trop mauvais, mais on voit qu'il est sableux en fait. On voit tout le sable, voilà, les petits grains et tout. Et du coup les choux ils aiment pas avoir soif de stress hydrique et donc c'est un peu compliqué. D'accord. Mais cette année j'en ai fait un peu plus et je pense que c'était la bonne année pour essayer d'en faire plus parce que il a bien plu. Puis finalement, tu vois, il y en a quelques-uns qui sont abîmés mais ils vont repartir s'ils se font plus attaquer, s'il arrête de pleuvoir bientôt, j'espère. Ils vont repartir ceux-là, même s'ils sont pas beaux, ils vont repartir. Et finalement j'en ai pas eu tant de vraiment dévorer à pas pouvoir repartir. Donc ça, c'est pas. Je sauvegarde ce que tu viens de dire. S'il arrête de pleuvoir bientôt, j'espère, quand tu seras en plein été, tu reverras peut-être cet épisode. En fait, moi, tu te diras mince. Voilà, moi je me plains pas trop de la pluie. Genre, je râle un peu parce que je peux pas faire mes récoltes d'aromatiques. On est français, on râle. Puis c'est un peu compliqué pour mes récoltes de plantes médicinales parce qu'il faut qu'elles soient sèches pour les récolter. Mais déjà, je préfère largement cette température que 40 degrés. Et je préfère ne pas avoir à arroser, ça me va très bien, j'ai pas de problème. Mais après, ce qui est un peu embêtant, oui, c'est les escargots, les limaces. Puis j'avais peur pour les tomates, le mildiou. Oui. Voilà, parce que comme il faisait très frais, pour l'instant elles s'en sortent bien à première vue. Elles sont plutôt belles pour. Enfin, moi je suis assez contente pour le mois de juin, c'est déjà pas mal. Elles sont pas mal parties. Des concombres, des salades. Là c'est des betteraves, tu vois, qui ont eu un peu de mal, mais elles commencent à repartir. Mais au début elles se sont fait très attaquer. Ouais. Après bon, moi j'ai paillé tout de suite aussi parce que moi j'avais peur de la sécheresse. Donc bah oui, ces dernières années, en fait j'ai eu que ça quasiment et du coup non, pas cette année. T'as morflé il y a 2 ans quand il y a eu la sécheresse. Ah oui, moi j'ai commencé, on a eu tout de suite, en fait c'était au mois de mars. Il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, tout de suite on a eu des grosses chaleurs et pas d'eau pendant... C'est le métier qui rentre. Ouais, parce que je crois que moi en fait je choisis les moments les plus durs comme ça, hop, les autres années c'est facile. C'est mes aubergines parce qu'elles étaient toutes belles quand elles étaient dans ma serre. Et en fait elles ont eu froid et trop d'eau et elles sont devenues toutes violettes, elles commençaient à perdre leurs feuilles. Parce qu'elles avaient trop froid et donc ça leur fait des petites serres et ça sert aussi, je mets ça aussi quand je plante un nouveau plant contre les limaces et ça marche bien si on vérifie bien qu'il n'y a pas une limace enfermée dedans parce que des fois elles sont cachées dans la terre et elles remontent le lendemain donc moi je revérifie toujours 1 ou 2 jours après et là j'aurais mis ça parce que vraiment je pensais qu'elles allaient finir par tu vois la couleur pas belles du tout, c'est jauni hein. Ouais, elles ont eu trop d'eau, trop froid et elles étaient toutes belles quand je les ai sorties de la serre et après, c'est moi, peut-être un peu tôt dans la saison pour... En fait, je pense qu'il faut cette année, il aurait fallu décaler les plantations et commencer à les faire que maintenant. Mais moi, j'étais trop impatiente. Ça, la patience du jardinier, c'est un... Mais oui, c'est dur, c'est frustrant. On attend ça tout l'hiver et puis faut attendre 1 mois de plus, non. Puis quand il y a la chaleur, faut toujours bien gérer l'hygrométrie et surtout l'arrosage parce que ça peut brûler. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bah, pour l'instant, la serre, là, je la teste cette année. La nouvelle serre. Bon, attends, on en parlera tout à l'heure. On va aller montrer ça. On en parlera après. On en parlera tout à l'heure. Donc ici, ce petit endroit-là, j'ai essayé de faire un mini jardin forêt parce que j'aimais bien le concept. Et j'avais envie d'essayer, en fait, cette zone-là de 300 mètres carrés. Je voulais essayer de me nourrir uniquement avec cette zone. Voilà, je trouvais ça sympa, même si j'ai un autre terrain plus grand où je peux mettre d'autres plantes. Mais je voulais essayer de produire au maximum parce que, pareil, sur les côtés, j'ai pas mal d'aromatiques et j'ai aussi plein de petits fruits, cassis, groseilles, etc. Et là, donc, j'ai planté quelques fruitiers et voilà, j'essaye de recréer une mini-zone jardin-forêt. Petite, parce que là, on est sur quoi? On est sur à peu près 70 mètres carrés. Ah, tu vas faire du très compact. Ouais, en fait, je voudrais même mettre mes fruitiers en espalier. Génial. Ouais, j'en ai planté le long de la clôture. Comme ça me ferait un brise-vue et c'est une manière d'optimiser l'espace.
Et puis du coup, comme il pleuvait beaucoup et que j'hésite entre des poules et des canards, ben, j'ai adopté des petites canettes coureurs indiens. Et le jardin forêt, tu as découvert ça comment? Par qui? Je sais plus, mais bon, ça c'est des vidéos que j'ai pu regarder à droite à gauche. Tu t'es perdu sur YouTube. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait on en voit tellement de partout que je saurais pas rendre hommage à la personne qui m'a fait découvrir ce concept. Mais en fait c'est un concept qui me plaît bien. Puis c'est vrai que moi les grands jardins forêts je trouve ça super, mais c'est complexe à mettre en place, je trouve. Et là, le faire à toute petite échelle, eh ben, ça me faisait moins peur, quoi. Je m'entraîne un peu, on verra peut-être plus tard sur le grand terrain, quoi. Mais là, je trouve ça marrant aussi de voir qu'on peut faire sur des petites superficies. Petit budget, petite superficie, c'est bien aussi. Ça met à l'échelle pour tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas un grand terrain. Et là, sur 300 mètres carrés, ben, en fait, on peut produire énormément. Et puis, tu n'as pas la folie des grandeurs. Tu commences Puis en plus, petit. On prend plus soin de ces cultures quand on est sur petit. Parce que sinon on s'éparpille et là je passe tous les jours. De toute façon maintenant je vais voir les petites canettes tous les jours. Donc s'il y a un plant qui se fait attaquer, je le vois. Voilà, si jamais demain ils ont soif, je vais le voir. Et c'est proche de la maison et c'est vrai que ça c'est le côté pratique voilà, des petits espaces. Puis de toute façon je suis toute seule à vivre dans ma maison donc j'ai pas besoin de... Peut-être que ça aussi ça aura mal vieilli. Le jour où tu reverras ça, je te souhaite bien toute seule. Un compagnon. Ah, qu'est-ce que j'étais bien seul. Note au compagnon qui regarde avec toi, qu'est-ce que j'étais bien seul. Il faut qu'il ait du courage. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Parce que moi, je l'ai carrément abordé dans le livre qu'on a coécrit avec ma sœur. J'avais dit que, mine de rien, et c'est drôle, tu l'as dit à table spontanément, et je me suis vraiment ressenti dedans. C'est bien beau tout ça, quand tu montres les toilettes sèches, une vie plus simple, une vie où il y a moins d'élec, moins d'eau. Toi, tu me disais que tu avais eu des personnes au début. Dans le concret, c'est sympa, ça fait vacances et tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça. Déjà, il y en a que ça rebute complètement. Hein, carrément, genre, ils arrivent, ils te disent merci. Non, je pense que déjà, souvent, quand tu rencontres quelqu'un, moi, ça va être plus en ville ou quoi. Donc, déjà, ils ne me voient pas vivre comme ça, ils ne m'imaginent pas comme ça. Donc je leur explique un peu et puis ils ne prennent pas l'ampleur du problème, je crois. Ils ne prennent pas conscience de tout. Le problème, c'est pas un problème. Parce que c'est quand même, tout le monde ne va pas vivre comme je vis. Enfin, actuellement, je suis encore... la maison, c'est rudimentaire. Il y a propriétaire chez soi sans avoir de chrome. Oui, mais bon, j'ai pas de douche, j'ai pas d'eau courante. Bon, j'ai une arrivée d'eau. À l'extérieur. Voilà, je fais à l'extérieur. Il y a une rivière, voilà, ou sinon je me dépanne comme je peux, mais voilà. Et les toilettes sèches, tout ce genre de choses. En plus, elles sont pas dans la maison. Maintenant, je les ai mis dehors. J'en avais dans la maison, mais oui, c'est pour l'intimité d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai fini par les mettre dehors, parce que quand t'invites des gens et que comme j'ai qu'une pièce et que quelqu'un a envie de faire pipi au milieu de la soirée, bon, c'était un peu gênant. Bon, après, ça fait le tri aussi. Et moi, dit qu'on va prendre l'air. Ouais, non, mais mes vrais amis, du coup, ils savaient faire pipi pas loin de moi, quoi. Mais c'est vrai, il y a un moment où ça casse un peu les. Non, mais c'est vrai que c'est pas. C'est quand même un mode de vie, même si quand on est dans notre petite sphère, on a l'impression qu'il y a plein de monde. La majorité. Surtout toi, avec tes partages. Oui, tu dois penser qu'il y a une armée. Oui, c'est ça. Et dans le monde concret, on est quand même une minorité. Et pour que ça soit compris, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui partage cette envie et qui surtout va réussir. Parce qu'entre l'envie et le fait de supporter, de devoir faire son bois, parce que si tu n'as pas fait ton stock comme moi, j'avais pas fait tout l'année dernière, qu'il fait froid, et parce que j'avais trop de travail sur les aromatiques, il fait froid, j'avais fait un petit stock, mais tu te dis, ce matin, si je veux me chauffer, il faut que j'aille couper mon bois. Donc voilà, puis quand je vais cuisiner, il faut que j'allume la cuisinière. Quand je veux mon café, il faut que j'allume la cuisinière à bois. Ça se mérite. Ça se fait pas, t'appuies pas sur un bouton et t'as ton café. T'allumes ton feu, voilà, t'attends, hop. Donc c'est un peu, voilà, c'est ce genre de choses qui, je pense, fait peur à plein de monde. Et tout ça, c'est vraiment parti du fait, tu préférais l'indépendance financière? Oui, exactement. Que moi, en fait, je suis en quête d'une certaine liberté. Alors après, tout est relatif, hein, mais... Pour moi, c'est le luxe ultime, c'est de pouvoir me lever à l'heure que je veux, me coucher à l'heure que je veux et choisir ce que je vais faire de ma journée. Oula, ça, c'est la plus belle des vies. Branleur ou une branleuse, non, parce que je travaille toute la journée. Je ne m'arrête pas du matin au soir. Mais on peut voir ça comme ça. Non, c'est juste de choisir ce que tu vas faire de ta journée, puis pas avoir d'obligations financières à rendre de l'argent à des banques ou quoi, ça te laisse la liberté de faire ce que tu as envie de faire en fait. Je te charrie mais je me retrouve encore dans ce que tu disais et c'est comme ça que j'ai réussi entre autres à développer la chaîne, c'est que en fait ça me passionnait ça et le reste j'avais pas envie de bosser pour quelqu'un et faire le rêve d'une personne qui en avait rien à faire de
C'est bien de pouvoir choisir où on met son énergie, quoi. Hein, tout le monde n'a pas ce luxe. En fait, quand tu as un crédit, tu te sens bloqué. Enfin, moi, je me sentais beaucoup bloquée parce que moi, j'ai eu l'expérience, du coup, je sais ce que c'est. Et tu as peur de prendre des risques, du coup, parce que si tu n'as pas l'argent, voilà. Alors que quand tu te libères un peu de tout ça, alors oui, tu as moins de confort, mais c'est pas grave, en fait. Du coup, tu le trouves ailleurs, ton plaisir et ton confort. Enfin, le confort, c'est pas très important, finalement. Bah, c'est surtout, c'est pas le même pour chacun. Oui, déjà, on n'a pas tous le même besoin. Puis après, ça viendra petit à petit. En plus, les choses vont évoluer. Je t'ai pas demandé, t'as pas d'enfant? Non. Je le savais, mais Non. je l'ai pas enregistré. Non, j'en ai pas. C'était pareil, un choix parce que ça coûte cher ou... Pendant longtemps, j'en voulais pas du tout, jeune. Bon, après, normal, à la vingtaine, j'en voulais pas. Après, j'ai remis un peu les choses en question quand j'ai commencé à m'installer ici, en me disant que de toute façon, moi, j'avais un peu peur de leur offrir un monde un peu en ruine à ces pauvres enfants. Et là, j'essaye de créer quand même une vie qui me plaît, où je me dis, oui, là, il y a peut-être un avenir si on se met plus à être plus nombreux, à avoir un mode de vie un peu comme ça. Donc je pourrais éventuellement en avoir si je rencontrais quelqu'un, mais pour moi les enfants c'est pas une obligation et c'est pas une fin en soi. Donc en fait je suis pas dans la recherche. Si ça arrivait, si je rencontrais quelqu'un et que j'en avais un, je cracherais pas dessus. J'ai l'impression que c'est la même pour les hommes. Si tu fais une belle rencontre, tant mieux. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est pas un objectif de vie, c'est pas une obligation. Après, je suis plus contre, comme une période où peut-être j'étais un peu plus fermée parce que non, c'est pas rebelle, c'est que je croyais plus l'avenir de l'humanité, je crois. En fait, quand j'étais dans une vie qui me plaisait pas trop, pourtant j'habitais juste là, hein, j'habitais à la campagne. Et... Je me permets de creuser, mais tu faisais quoi avant? J'avais eu plusieurs jobs, je faisais des petits jobs que personne ne veut faire en fait. C'est l'aide à domicile, service en restauration, j'en cumulais 2, 3 en même temps des fois. Donc, heureusement qu'il y en a qui le font. Ouais, mais oui, mais c'est ceux où tu n'es pas valorisé, où on te rabaisse même plus qu'autre chose. Et, c'est des jobs où tu es là pour faire un peu le larbin, hein. Il y a des choses... J'étais hôte d'accueil pendant 6 ans et ouais, donc, on me respectait. Oui, on te respecte, mais ça dépend des gens déjà. Voilà. Et c'est vrai que... en fait, quand tu n'es pas dans l'action et que tu vois quand même que le monde il part un peu en cacahuète, hein, on va être honnête, et si tu n'es pas dans l'action, tu perds un peu espoir. Moi, c'était dans cette démarche que j'étais à l'époque où je voulais pas du tout d'enfant, où je me disais jamais... parce que tu te dis, il n'y a pas d'avenir. Et quand tu te mets dans l'action, même si ça change rien, parce que je ne change pas la face du monde, en fait, je fais juste un potager, ça te redonne de l'espoir. Tu n'as pas le temps de regarder la télé ou autre? Déjà, de toute façon, la télé, ça fait longtemps que j'en ai plus, mais ça te permet de dire que peut-être quand même, la vie, elle est belle, et puis on ne sait pas, on verra, advienne que pourra. La vie est belle. Oui, voilà. Quand tu es dehors toute la journée, de toute façon, c'est là où tu vois les belles choses. Mais tu vois, quand tu es enfermé, tout de suite, tu vois les choses plus négativement. On est parti, et franchement, mais ça me fait plaisir. On est parti loin, on parle pas du tout du genre de forêt. Tu verras que ce moment-là, je pense que ça parle à beaucoup, ce que tu viens de dire. Donc on parlait, excuse-moi, des petites canettes, c'est parce qu'il a trop plu et tu avais les gastéropodes? J'avais trop d'escargots et de limaces. Après, je voulais prendre soit des poules, soit des cannes, j'avais longtemps hésité. Après, ouais, c'est des coureurs indiens, ils sont réputés être bien voraces, et je le vois parce que tous les jours je fais un petit tour et je leur apporte et elles les dévorent. Alors qu'elles sont jeunes? Elles sont toutes petites, hein, mais dès que je les ai eues, elles avaient 4-5 jours, je les ai nourries aux petites limaces, elles étaient très contentes. Tu leur donnes le goût pour que... Ouais, pour qu'elles s'habituent bien. En plus, je pense que c'est important de le faire aussi pour qu'elles prennent... Au début, elles avaient un peu peur des escargots, donc... Oui, en tout cas, les miennes, elles sont un petit peu peureuses. Bon, après, j'espère qu'elles s'habitueront. Ouais. Et puis, normalement, elles devraient faire aussi des œufs, donc ça sera sympa. Ouais, sympa. Ouais, voilà. Et puis, elles vont m'aider à réguler un peu la population de gastéropodes sur ce petit terrain. Et puis, peut-être que si elles me suivent plus tard, on ira sur l'autre terrain aussi, mais bon. T'en as marre, là, on t'a suivi pour voir ton terrain. T'arrêtais pas de trouver les escargots. C'est ça. Mais là, encore, aujourd'hui, du coup, il pleut pas, donc ils se sont un peu cachés. Mais c'est vrai qu'ils sont heureux en ce moment. Donc là, pour pas t'embêter, tu me disais, c'est un paillage directement, t'as pas creusé? Non, je crois que la première année, j'avais peut-être mis des cartons, quelque chose comme ça, je suis même plus sûre. Et j'ai mis paillage, donc voilà, j'ai planté des tempis. Là, ça fait 1 an que j'ai planté ce jardin forêt. L'année dernière, je l'ai créé l'année dernière. J'ai rajouté des pommes de terre, je mets des petites courges, maïs, tournesol. J'ai des crônes du Japon par là-bas. Puis bon, j'ai des arbres parce que là, par exemple, tu le vois pas, mais je crois que c'est un pêcher qui est là. J'aurais dû faire sûrement l'année dernière. Mais tu vois, ceux-là, j'aimerais les conduire en espalier pour qu'ils fassent une petite brise-vue comme ça. Et comme ça, ils prendront pas toute la place non plus. Voilà, là j'ai un pêcher ici. Et j'en ai planté, je sais même plus combien j'ai planté d'arbres.
Il est petit, mais t'as vu, il veut déjà donner, il donne des pommes, hein, Oui, déjà. j'ai vu, là, c'est un poirier, je crois, ou c'est un pommier? Alors, fais voir, je vais te dire Attends, ça. je sais plus. C'est un pommier, Ouais, parce que, ouais, c'est deux, ouais, pommier, poirier, il est au milieu. t'inquiète. Moi, je sais même plus reconnaître les arbres, mais oui, il a déjà, mais je pense que je vais lui enlever parce que. Mais au début, je crois que c'est bien de leur laisser un peu forcir. Oui, Après, s'il m'en garde une belle, de toute façon, il va sûrement perdre tout seul. Il a des pucerons. Alors là, je parle vraiment pas du tout en tant que connaisseur, mais je pars du principe qu'ils savent mieux faire, Oui, qu'ils que savent nous. mieux vivre que Oui, nous. parce que je pense qu'il va les perdre lui-même. De toute façon, s'il en a en trop, il va perdre lui-même ses fruits. Mais voilà, donc là, c'est les débuts, mais je pense que d'ici 4-5 ans, ça devrait être un peu plus. Puis tout ça, c'est des boutures, parce que j'avais acheté un pied de cassissier, un pied de groseillier. Et en fait, moi, je bouture tout. J'achète un pied et après, je bouture. Et tout ce qu'on va voir Là-bas, après, c'est tout, c'est soit de la semis, bouture. soit bouture. Et je suis vraiment partie de un pied de chaque. Économie sévère, là. Bah, j'avais 1000 € pour m'installer, donc oui. c'était vite entre le séchoir, les plantes et le petit matériel que j'avais besoin, ça allait très vite. Là, Marie, tu as eu un mur qui avait fait la tronche. Oui, j'avais toute cette partie-là qui s'est retrouvée par terre. Parce qu'il était tout fissuré, en fait il était recouvert de béton et je pense que l'eau s'était infiltrée dedans et que ça avait fait craquer, enfin c'est pas très bon de mettre du béton à première vue sur des vieux murs en pierre. Et donc oui, j'ai essayé de le reconstituer, bon, je me suis pas trop mal sortie je trouve. Déjà il est droit, il tient debout. Donc voilà, et j'ai fait chaud, sable et puis de l'eau de pluie et sable de mon terrain et voilà. Et j'ai fait ça l'été dernier, par 40 degrés en plus. Non mais c'était vraiment effondré, j'avais peur que tout le reste tombe en fait. Et tiens, il y a la Mimine. Elle passe toujours furtivement. Ouais, furtivement, elle fait ça timide. Oui, donc voilà, ça avait été un assez gros chantier. Et c'était la première fois que je reprenais un mur comme ça, parce que j'ai jamais fait de bâtiment, rien. Donc, mais il faut essayer, hein. Puis bon, ça m'a fonctionné. C'est sûrement pas le plus beau mur du monde, mais Et au final, ça va. Ça tient. Ça tient, tant que ça tient. On verra combien de temps. Voilà. Et t'as économisé. J'ai économisé, oui, parce que refaire prendre ça par quelqu'un, je sais pas combien ça pourrait. Mais de toute façon, c'est même pas une option que j'envisage. Non pas. Bon, déjà, il y a le côté financier, mais même sans ça, j'ai envie d'essayer de faire les choses par moi-même. C'est ma maison. En fait, c'est une façon de me l'approprier aussi. Marie, oui. C'est bien de faire des plantes aromatiques, mais après, comment on gère? Voilà, moi je les fais sécher pour pouvoir les conserver. Le séchage, c'est un moyen de conservation. Et pour pouvoir les revendre ensuite sur les marchés. Voilà, je fais quelques petits marchés dans l'année. Ce qui me permet de gagner un peu d'argent pour faire les travaux de la maison et voilà, investir dans les matériaux qu'il me faut pour mon projet d'autonomie. Et voilà. Donc là, c'est mon petit séchoir que j'ai fait presque tout en récup aussi. J'ai juste acheté le lambris qu'il y a là sur les portes. Mais sinon, c'est de la récup. J'ai fait une petite peinture à la farine et tout ça. Donc voilà, là il est plein, il y a du thym, il y a du sureau, quelques pétales de rose. Et voilà, donc là je l'ai fait sécher. Bon là c'est presque prêt. C'est long à sécher là en ce moment, je pense. Ouais, oui, après moi j'ai un déshumificateur, je te montrerai après. Ouais. Comme ça régule l'humidité de la pièce. Donc j'ai à peu près toujours 50% d'humidité. Ce qui est bien, c'est ce qui est recommandé? Ouais, c'est un bon pourcentage. Après, au-dessus, c'est que tu risques d'avoir des moisissures. Et puis c'est bien d'avoir un séchage lent pour garder les propriétés des plantes. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. Moi je suis assez contente, je trouve qu'il fonctionne bien ce petit séchoir. Je trouve que la qualité elle est pas mal, tu vois. Genre là on voit le sureau, donc ça jaunit toujours un peu, mais il faut que les tiges elles restent bien vertes. Et là tu vois elles sont restées quand même bien vertes. Bon là il mérite encore une journée. Oui, j'allais dire comment tu sais que c'est prêt à être mis en sachet? Alors il faut que ça soit cassant, mais pas poussière. Tu vois, ça ne devienne pas de la poussière, tu vois. Ça casse un peu, mais il faut pas que ça soit trop sec. Et parfois, faudrait pas que ça cuise un peu, quoi. Moi, j'aime bien que ça reste une pièce assez fraîche. Tu vois, c'est pour ça qu'elle est bien cette pièce, parce qu'elle est un petit peu enterrée. Et s'il y a trop de température, après ça va dépendre des plantes, parce qu'il y a des plantes qui ont besoin de température. Par exemple, le bleuet. Le bleuet, okay. Si tu veux garder le bleu du bleuet, il faut qu'il est chaud au début. Sinon, il jaunit. Sinon, il va devenir pâle, presque blanc. Okay. Si tu veux un bleuet bleu vif, il faut qu'il est chaud au début. Alors des fois, je vais même les mettre sous serre les premières heures. Ça, il transpire un bon coup. Et ensuite, je le mets au séchoir. Voilà, pour qu'il ait bien chaud un petit peu au début. Et voilà. Donc ça, petit séchoir, c'est une production très modeste, hein, parce que les séchoirs, en général, ils sont... T'as combien de... T'as une dizaine de planches, là, déjà? Ouais, j'ai 9 planches. Après, j'aurais pu en faire plus. Ouais. Mais finalement, ça me va. Ça me fait... j'arrive à faire tourner régulièrement. Ouais. Voilà, et ça me va, ça reste à mon échelle. Moi, je voulais pas rentrer dans un truc
voilà, où je trop productif, où il faut que j'embauche des gens qui viennent m'aider. Juste avant que tu nous montres le déshumidificateur, c'est quoi le statut comment on se met en quoi pour... Voilà, moi j'ai un statut qui est micro-BA, c'est équivalent micro-entrepreneur, mais en milieu agricole, voilà. Donc je cotise à la MSA et donc ça me permet de pouvoir vendre mes plantes sur les marchés. Et puis voilà, tout simplement, je suis dans les... Oui, c'est vraiment le truc basique, j'ai une déclaration annuelle et je m'embête pas en fait. D'accord, bah, vu ta production. Ouais, oui, voilà, c'est pas une grosse production, je sais plus jusqu'à quel seuil tu peux garder ce statut, tu as un seuil de salaire, mais je crois que c'est 70 000 euros. Ouais. D'ici que j'arrive là, je sais pas si je le veux, donc... Oui, tu me dis que tu es victime de ton succès autour. Ça se vend bien, puis il n'y a pas que moi, hein, quand je parle à mes collègues dans le milieu, à première vue, ça se vend bien. Non, et puis moi, je produis pas assez, je pense, je reste à un petit niveau, mais moi, il faut que ça reste du plaisir, parce que si ça devient vraiment un travail hyper productif, c'est pour ça que je veux me diversifier pour pas m'ennuyer non plus, parce que si je fais que ça, je vais m'ennuyer, je me connais, je suis quelqu'un qui aime bien faire plein de choses différentes, et si je venais à faire que ça, avoir que la tête dedans, j'adore les plantes, hein, mais je pense que j'en aurais un peu au-dessus. Donc après le déshumidificateur. Excuse-moi d'avoir plein d'activités, s'il y en a une qui se casse la tronche, c'est ça, en fait moi ça c'est une expérience que j'ai eue aussi grâce à mes parents, parce que mes parents ils avaient une ferme et ils faisaient beaucoup d'activités différentes, ils faisaient un peu tout ce qu'on peut, ils faisaient du miel, ils faisaient des œufs, ils vendaient de la viande, enfin voilà. Et en fait, si tu as une année où, là comme là j'ai du mal à récolter mes plantes, quand j'aurais diversifié mes activités, je pourrais peut-être rebondir sur autre chose. Donc ça c'est bien, ou pas mettre tous les œufs dans le même panier comme on dit. Donc tu n'arrives pas de la ville, non, voilà, moi je suis une fille de paysan. J'ai grandi dans une ferme. Je suis arrivée à 3 mois dans la ferme. Donc ils ont déménagé de région parisienne. À cause de... Ouais, ils se sont dit, il faut la mettre à la campagne parce que sinon ça va pas le faire. Ouais, excuse-moi, j'ai fait... non, il n'y a pas de souci. Après le déshumidificateur, c'est juste un petit déshumidificateur qu'on achète pour les maisons. Hein. C'est pas... C'est puissant, ça consomme beaucoup ou pas? Je pense que ça consomme pas mal quand même. J'ai pas les... Non, et puis moi tu sais, tout ce qui est technique, ouais, surtout technique, un peu comme ça, là, faut pas trop m'en demander. Le bâtiment, c'est ton truc, mais dès que ça... Enfin, moi je suis manuel en fait. Voilà. Dès qu'on me demande des chiffres et tout ça, en fait je retiens pas parce que ça m'intéresse pas. Mais tu vois, peut-être que je m'intéresserai quand je ferai mon électricité. Mais moi je m'aperçois la plupart du temps aussi, quand on veut se lancer dans l'autonomie, il y en a qui pensent qu'il faut tout savoir faire. Et c'est malheureusement, je pense, des choses qu'on essaye de donner dans la tête des personnes. Déjà être bon dans un ou plusieurs domaines, être bon. Et puis t'apprends au fur et à mesure. Mais totalement. Et même moi ce que je trouve bien dans ton projet, c'est que tu veux avoir de l'autonomie pour avoir moins de pression, si on peut dire. Oui, c'est ça. Financièrement. Pour être plus libre, ouais, me sentir plus libre. Mais tu crées quand même une activité... oui, économique, business, oui, il faut de l'argent, parce qu'on ne peut pas se défaire complètement de l'argent. Oui. Oui, c'est la vie. Oui, non, mais parce que oui, il faut être réaliste. On peut pas vivre sans. Enfin, moi, il y a peut-être des gens qui arrivent, mais on dépend forcément de quelque chose à un moment. Tu peux pas être libre. Tu as besoin d'un peu d'argent malgré tout. Après. Moi, je sais pas. Même quand tu as ta maison, même quand tu peux avoir une petite partie. Oui, tu as toujours des petites. Tu vois, tu as toujours ta taxe foncière, je crois, qu'on paye toujours. Tu as toujours des petits... Moi, pour l'instant, je suis encore connectée au réseau, donc j'ai encore des factures électriques et eau. Et justement, pour rebondir là-dessus, pour l'instant, je ne m'intéresse pas à combien consomme mon déshumidificateur. Mais quand je vais mettre en place mon réseau électrique, tout de suite. je vais m'intéresser à ce genre de choses. Et je vais commencer à m'intéresser à combien ça consomme, quelle watt il faut, enfin tout ça. C'est un monde que je ne connais pas, mais je m'y mettrai un moment ou un autre. Et à ce moment-là, ça m'intéressera parce que c'est pour moi, c'est pour mon projet. Donc en fait. Et là, la facture réseau, t'as pas trop effrayé alors tant que tu peux. Ah non, moi je paye pas grand-chose. J'ai un petit frigo top. Ouais. Ça, bon là j'utilise des fois une petite plaque pour faire à manger quand je n'allume pas la cuisinière à bois pour l'instant. Ouais. Mais c'est tout. Une lumière, voilà. Ouais, une dans la pièce à vivre et puis c'est tout. Et ça suffit. Et je présume de l'autre côté. Là c'est le stockage. Une fois qu'elles sont, là tu vas te prendre la porte. Une fois que les plantes sont sèches, je les mets dans des grands sacs Kraft recouverts d'un sac plastique comme ça, pour pas que ça reprenne l'humidité, au cas où il y a une petite montée d'humidité dans le séchoir. Et puis après, je les ensâche plus tard individuellement pour les vendre sur les marchés. Donc voilà, là je recommence à refaire mon stock parce que j'avais plus rien cet hiver, j'avais tout vendu. Marie. Oui. Le tas de sable derrière, c'est ta terre? Oui, là c'est la terre de mon terrain. Donc en fait là c'est du sable, voilà, tout simplement. Donc c'est bien pour faire des travaux chaussables, j'ai pas besoin d'aller acheter des sacs. Ça a été lessivé. Ça a été lessivé par contre.
Ah non, mais là, c'est ce que j'ai retiré il y a pas longtemps, il y a 2 mois. Ah oui, quand même. Non, ça n'a pas été lessivé, je le retire. Bah, de toute façon, on va voir dans la serre, le sol, c'est le sol. Voilà, tu vois, il n'y a rien de rajouté, il n'y a rien d'enlevé, c'est juste le sable tel qu'il est. Et quand je fais mes travaux dans la maison, que je refais mes murs, je tamise juste à la granulométrie que je veux. Et bon, c'est du boulot de tamiser hein, le sable. Mais voilà, comme ça au moins je prends le sable de mon terrain, j'utilise une ressource que j'ai, même en trop. Et en creusant, petit à petit, j'avais fait un beau trou. Bon, je l'ai ragrandi, hein, bien évidemment, et j'ai fait une petite serre Walipini que j'ai construite ce printemps-là. C'est parti de quoi et c'est dans quelle optique ce genre de serre? Alors, Je peux qu'on descende comme ça. Ouais, déjà, je voulais avoir une serre pour produire des légumes. Tu vois, on n'est pas soumis aux aléas climatiques. Donc cette année, c'est sympa. Et bon, pour l'instant, je les ai pas installés, mais je voudrais. Donc là, je vais avoir une petite agrume. J'aimerais bien en mettre 1 ou 2 parce que même avec les fleurs d'oranger, tout ça, tu peux faire des tisanes. Et ça me plairait bien de faire des tisanes avec des fleurs d'oranger produites ici. Ça serait sympa. C'est l'odeur. Ouais. Et par exemple, j'ai des plantes, des verveines qui, chez moi, elles ont du mal. Là, on les verra tout à l'heure sur le terrain. Elles gèlent tous les ans, donc elles repartent du pied, mais c'est long et donc j'aimerais bien en mettre aussi un peu dans la serre. Puis en plus, juste, je rêvais d'avoir une serre. Moi, c'est un peu un rêve. Quand on aime les plantes, on a envie d'avoir une serre. Pour faire tous les semis, je peux les faire ici. J'ai vu la différence hein, cette année entre cette serre et j'en avais une petite avant qui était hors sol et j'étais un peu obligée de pouponner vraiment mes plants parce que dès qu'ils baissaient en température, là, ça maintient quand même une température plus stable. C'est nouveau pour toi? Ouais, c'est nouveau. Donc, j'expérimente là cette année. Je vais voir vraiment comment elle fonctionne et si vraiment je vois une différence. Mais j'ai quand même vu une différence au printemps pour les plants. J'avais des plants de tomates qui étaient vraiment très beaux. Ceux-là que j'ai plantés ici, c'était les moins beaux. Parce que j'avais pris les plus petits pour mettre dans la serre, vu que je l'ai terminé tard de la construire. T'as fini quand? Il n'y a pas longtemps? J'ai même pas. Enfin, le mur là, je l'ai fait il y a 2 jours. Et puis j'ai encore des finitions. Ne dis pas que t'as continué le mur en disant il y a Bibi qui arrive. Non, c'était dans le programme. Hein. Désolée, je n'ai pas fait le dernier. Non, justement, t'as pas mis la pression. Non, c'est dans le programme, tu vois. Et la semaine prochaine, je vais continuer. J'ai encore des finitions à faire. Là, je veux pouvoir ouvrir cette trappe là plus tard. Je suis en train de mettre un bac d'eau pour que l'eau soit à température ambiante, mais je veux faire tout un système avec l'extérieur. Moi, quand j'avais fait, j'avais fait ça dans l'argile. J'ai eu le droit à beaucoup de commentaires pour me charrier parce que j'avais creusé et que j'avais de l'eau. J'ai l'impression que certaines personnes ont oublié qu'il existait des pompes vide-cave. Oui, c'est ça. Puis j'ai juste eu aussi. 70 € et j'ai réglé mon problème. C'est sûr que sur le coup, tu rigoles pas quand tu vois de l'eau. Ouais. Toi, tu me dis, mais moi, j'ai jamais d'eau. Moi, je peux pas avoir d'eau en fait. Je peux pas parce que là, je suis à peu près, je dois être allez, je vais pas dire de bêtises, mais je fais 1m73. Je dois être à 1m60 presque sous terre. Et là, c'est toujours du sable. Donc voilà mon terrain. Tu vois, là, je triche pas. Là, c'est le trou, là. Là, c'est le trou. Et donc, quand j'ai creusé pour les poteaux, j'ai creusé de 40-50 cm et c'est encore pareil dessous. Donc, j'ai fait un jour le test, j'ai pris une arrosoir comme ça de 10 litres pleine, je l'ai versée et ça n'a pas fait de flaque, c'est passé direct, tout droit. Donc, en fait, pour être inondé, là, je peux pas. C'est juste, c'est pas possible. En plus, mon terrain est en pente, donc ça draine forcément. Mais comment tu fais pour arroser en bas? Ça doit être sec quand même le sol rapide. Alors en bas, le sol il est un peu différent parce que je pense que déjà avec le limon il se déverse. Ouais, c'est un peu accumulé sur le bas du terrain. Et aussi, comme j'ai une mare au même niveau que mes plantes aromatiques, je pense qu'il y a une couche d'argile qui est plutôt plus ou moins profonde, mais qui doit avoir là-bas. C'est obligé parce que vu que le terrain de mes voisins aussi, il est marécageux, tout ça. Okay. Je pense qu'il y a quelque chose qui retient quand même un peu plus l'humidité. Et j'ai fait aussi mes plantes là-bas parce que j'ai la mare juste à côté, donc pour arroser, c'était juste à côté. Donc, voilà. Puis j'ai une cuve d'eau maintenant qui est en hauteur, donc avec la gravité, je peux aussi arroser. Tu les as vus ces commentaires parce que je sais que tu l'as partagé. Tu as partagé la vidéo sur la serre enterrée. Tu les as vus, ceux qui t'ont dit que tu prendrais l'eau de partout, que tu serais oui, mais qu'elle tienne. Oui, je les ai eus qui prendraient l'eau, qu'elle tiendrait pas un mois et que. Voilà. Combien elle t'a coûté en matériaux? À peu près 250 € parce que j'ai dû acheter des poutres comme ça. Sinon, tout ça, c'est des palettes. Peinture à la farine que je fais moi-même. Ok, je me demandais cette couleur, comment tu en fait, moi je fais la peinture à la farine, c'est la peinture suédoise, donc ça résiste aux intempéries, donc c'est génial, lutte contre l'humidité et tout ça. Et le marron, c'est quoi? C'est la terre? Non, c'est terre ombre calcinée, c'est un pigment terre ombre calcinée. Donc c'est 100% naturel, c'est de la farine, c'est de l'eau, c'est
C'est un pigment naturel et un peu d'huile de lin et de savon noir et c'est tout. Et tu as une peinture. Et rouler jeunesse, ça ne coûte pas grand-chose et c'est aussi durable que les peintures que tu achètes industrielles. Et ça te revient beaucoup moins cher. Si, Je suis sûr que c'est même mieux. Ouais, parce qu'en Suède, ils ont des maisons qui ont des centaines d'années et c'est des maisons en pin. Parce qu'en Suède, ils récoltent du pain et elles sont peintes avec ça. Et le climat de la Suède, c'est pas le climat qu'on a ici. Et elles résistent. Donc, moi, je trouve que c'est un truc qu'on devrait tous connaître parce que quand on voit le prix des pots de peinture et surtout la nocivité. La nocivité, c'est ça, c'est que là, on pourrait la manger si on voulait. C'est pas très recommandé. Je ne crois qu'en ce que je plaisante. Mais concrètement, on pourrait. Je veux dire, il n'y a aucun mal. Tu auras mal au ventre peut-être, mais ça te fera pas. Tu n'en mourras pas. Et puis tu dois te sentir bien. Il n'y a pas d'odeur quand tu. Non, il n'y a pas d'odeur. Oui, tu peux peindre ça. T'as pas mal à la tête. Donc voilà, là, j'ai juste acheté les poteaux et la bâche pour le toit. Tout le reste, c'est que de la récup. Les fenêtres, c'est de la récup. T'as mis de la bâche. Ouais. Moi, ça a été le point faible sur Ouais, mais après, je verrai parce que, tu vois, au début, j'aurais bien mis aussi des plaques de plexi. Ouais, après, c'est pas le même budget. Et je verrai. Parce qu'au final, je me dis peut-être, tu vois, contre la grêle, la bâche, c'est plus souple. Peut-être que, je sais pas. Ouais. Mais moi, le problème, c'est que j'ai mis le premier prix. J'ai vu que maintenant, il en existait presque à 20 € du mètre carré. Moi, j'ai mis 3 à l'époque. C'est ça. Il y a 6 ans, 3,80 €. Oui, tu as tous les prix. Voilà, s'il faut prendre comme de la qualité. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, j'ai mis ça. Et peut-être que ça évoluera. De toute façon, elle évoluera sûrement. Mais voilà, sinon c'est quasiment que de la récup. Tout en palette, je fais beaucoup de choses en palette. Et j'aime bien les fraisiers qui pendent. Ouais, là c'est les monts Everest, donc normalement ils peuvent être grimpants, mais moi je vais les faire descendre. Je veux une cascade de fraises ici. Oui, ça c'est. J'attends de voir, mais je la veux, ma cascade de fraises. Voilà, ça sera pas mal. Marie, t'as les petits moutons aussi ? Oui, donc des petits moutons d'Ouessant. Bon, ils sont là pour la compagnie, puis entretenir un peu le terrain, mais ils sont que 2, donc pour la superficie, c'est pas assez. Mais ils entretiennent quand même pas mal, parce que l'été dernier, je les avais clôturés dans la partie où il y a la mare ici. Ouais. Et l'herbe était bien rase. Comme il faisait sec, ils avaient fini par manger. J'avais fini par leur ouvrir là, pour qu'ils aient encore assez de nourriture. Mais ils entretiennent bien. Mais bon, cette année, l'herbe, elle pousse tellement que de toute façon, là, ils sont un peu dépassés par les événements. Ouais, puis ça va, ils manquent pas, ouais. Ouais. Puis bon, ça fait de la compagnie, ils sont super sympas. Ils me font rire, ils font des cabrioles et tout. C'est sympa. Ouais. C'est 2 mâles ? Non, il y a un mâle et une femelle. La noire, c'est une petite femelle et le blanc, c'est un petit mâle. T'as vu, on parle d'eux, ils se planquent. Ouais. Bon, là, on arrive dans le cœur de production. Je ouais, alors là, c'est ma zone de culture de plantes aromatiques et médicinales. Donc du coup, j'ai mis en place il y a 3 ans, enfin 2 ans et demi maintenant. D'accord. Voilà. C'était quoi ? Est-ce que tu as eu du mal à faire pousser ? Est-ce qu'il y a des choses plus compliquées que d'autres ? Est-ce que tu peux nous... Non, ça s'est plutôt bien passé. Après, bon, au début, c'était presque tout en friche. En fait, quand j'ai récupéré ce terrain, il était à l'abandon, donc j'ai dû défricher. Par choix de praticité et de rapidité de mise en place, j'ai mis des bâches. Parce que c'est plus facile, enfin, j'avais juste à les dérouler et à planter dedans. Sinon, il aurait fallu faire un gros apport de matière organique. Moi, je refuse de retourner mon sol vu qu'il est très sableux. Si je retourne mon sol, je vais le tuer, quoi. Là, ce coup-ci, il n'y aura plus rien. Donc vraiment, pour moi, ce genre de sol, il ne faut vraiment pas le toucher. Et du coup, les bâches, c'est un côté pratique pour ça. Et aussi, au niveau de la gestion de l'enherbage, ça me facilite énormément la vie, quoi. Ça m'enlève beaucoup d'heures de travail. Voilà, de ne pas désherber, c'est cool. J'en ai un petit peu qui repousse un peu, mais c'est vraiment négligeable. Donc là, je peux me permettre de faire ce que beaucoup diraient, mais comme ça, je les devance. Ouais. Oh, il y a du plastique, ce n'est pas bien. Non, c'est pas bien. Comment se fait-ce ? Je peux comprendre, mais comme je dis toujours, venez travailler, venez une journée à 40 degrés, désherber toute la journée en plein cagnard, et on verra si c'est drôle. Voilà, moi je préfère finir ma journée un peu plus tôt, aller profiter des amis, de la famille, que de... Voilà, en fait le travail, il faut trouver un équilibre entre... c'est bien d'avoir une idéale, mais il faut quand même trouver son équilibre. Et moi, j'ai pas envie d'être mon propre patron qui est là en train de me fouetter, voilà, c'est ça. Il y a déjà énormément de travail de récolte, ça prend beaucoup de temps. Ah bah tiens, il s'exprime aussi, t'es d'accord Gandalf ? Il est d'accord. C'est déjà beaucoup de temps les récoltes, ça prend vraiment énormément de temps. Si en plus on a des canicules ou des sécheresses, il faut arroser. Et
toute seule, moi je pense que je me ferais déborder si j'avais pas les bâches. Donc oui, c'est pas très beau, c'est pas 100% naturel, mais c'est mieux que de passer un coup de motoculteur. Enfin, je sais pas. En tout cas, sur mon sol, tous les ans, ça serait pas possible, quoi. C'est des personnes qui ont peut-être pas fait, qui critiquent facilement. Ouais, aussi. je pense que, à petite échelle, je comprends qu'on puisse dire ça, mais là, c'est pas non plus immense, mais c'est un travail monstrueux à tout désherber, quoi. Déjà, quand je fais les plates-bandes, alors qu'il y a les bâches, ça me prend déjà une bonne journée. Tu m'as dit là en plus ça faisait quelques jours que tu l'as pas fait et c'est déjà... Oui, ça fait même un bon moment que je l'ai pas fait. De toute façon, comme il pleut tout le temps. Donc voilà, là j'ai pas non plus une diversité extraordinaire, mais il y a quand même quelques plantes. Je pense que j'en ai moins d'une trentaine de plantes différentes, mais je fais aussi des récoltes sauvages. D'accord. Par exemple le sureau, les fleurs d'églantier, plein de plantes en sauvage aussi, des orties, etc. Alors tu m'as dit, tu rentres pas à 2000% dans le détail, mais tu peux essayer, toi, par tes connaissances, nous dire pourquoi on conseille telle ou telle plante pour que les personnes qui n'ont rien aimeraient peut-être... Après, il y a les classiques, là le thym, tout le monde connaît. Hein. Dès que tu as un peu un rhume, tu as un petit rhume, tu prends du thym. Le thym, ça soigne tellement de choses. Même en cuisine, tu aromatises tes plats avec. En fait, c'est en te nourrissant, tu te soignes en même temps. C'est de la prévention, quoi. Et ça, le romarin, c'est pareil. C'est bon aussi pour la digestion, tout ça. La lavande, moi, je les mets dans des tisanes pour aider à dormir. C'est apaisant, la lavande. Là, j'ai 2 sortes de lavande. J'ai du lavandin et de la lavande. Ensuite, j'ai des thym aussi différents. J'ai des thym orange, des thym citron. Ça, c'est pour les goûts différents, hein, mais ça apporte toujours un peu les mêmes vertus. Tu as la sauge, là, moi, je l'utilise pour les tisanes pour les femmes. Ça aide tout ce qui est un peu les hormones, tout ça. Enfin, voilà, c'est sympa, les sauges. Moi, j'aime bien. Tu as l'hysope, là, qui est très bonne pour les poumons. Et puis, tu as des plantes qui sont vraiment efficaces. Ouais, l'hysope, ça fait des jolies fleurs bleues. Et ça a une bonne odeur un peu mentholée. Et ça pareil en infusion, tout ça? Ouais, je fais tout ça en infusion. Moi, je récolte quand elles sont en fleurs, ça va pas tarder, tu vois. Là, je vois qu'elles vont bientôt. Sans bouton? Ouais. Et c'est super bon. En plus, ça apporte. Moi, je mise aussi beaucoup sur le goût dans mes tisanes parce que comme on n'a pas trop le droit de les vendre pour leur vertu, même si on peut sous-entendre un peu leur rôle. Te tire pas une balle dans le bon pied. Non, mais non. T'as des mots que tu peux employer, d'autres non. T'as pas le droit d'employer le vocabulaire médical, voilà, le lexique. Ça, c'est mais voilà. Mais par contre, tu peux jouer sur les mots. Tu peux dire que c'est tu vois, que c'est une tisane bonne nuit. Tout le monde sait que ça va t'aider à dormir, que ça va te détendre. Tu peux jouer sur les mots. Mais de toute façon, normalement, on peut rien me faire tant que je suis pas en train de te vendre un produit. D'accord. Donc là dans le contexte d'une vidéo, tu penses que c'est... Ouais, moi, pour on moi, le verra. Non, mais je vois pas pourquoi, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de se substituer à un médecin. On n'a pas le droit de faire un diagnostic à une personne qui me dit ouais, j'ai ça, et de lui donner un traitement. Ah oui, Donc en fait, théoriquement, là je suis pas en train de te vendre des plantes, je te dis pas que tu as telle maladie, il faut faire tel traitement. Donc théoriquement, après c'est qu'il y a eu, je pense aussi des interprétations mal interprétées. Mais quand on lit les lois, c'est pas si dur que... Après, dans tout ce qui est médecine, comme pour tout, il y a peut-être des gourous, des gens qui sont peut-être allés loin. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui sont allés trop loin et qui sont... Puis moi j'ai pas du tout, tu vois, il y a des diplômes d'herboristes qui sont plus officiels, mais qui sont encore à Lyon, il y a une école qui fait ça. Et moi, je ne l'ai pas. Donc, je ne suis pas assez calée encore dessus. Moi, je connais un peu leur vertu globale. Je ne suis pas hyper calée dedans. Moi, je l'avoue et je ne le cache pas. Hein. Ça m'intéresse, mais je ne cherche pas à soigner les gens de toute façon. Moi, ce que j'aime, c'est leur odeur, c'est leur goût, c'est leur couleur. C'est bien de le dire. Et c'est aussi leur vertu, mais après, à chacun de prendre, tu vois, l'autogestion, quoi. À chacun de prendre sa décision en fonction de ce qu'il sait et de se renseigner avant de prendre une plante pour se soigner. Mais tu vois, si on veut parler des plantes pour se soigner, une qui est super efficace, c'est l'échinacée. Alors là, elle ressemble à rien, mais elle va faire des belles fleurs roses qui ressemblent à des pâquerettes roses. Okay. Elle est bien connue, c'est la plante des Amérindiens, on disait. On peut prendre les feuilles. C'est quoi ça? L'échinacée. L'échinacea. Tu m'apprends un truc. Et elle, moi je reste toujours sceptique quand je teste une plante. Je suis assez cartésienne malgré tout. Je reste sceptique. J'ai beau croire en elles, si elles ne me prouvent pas qu'elles sont efficaces. Elle, j'étais très malade d'une bonne grippe. Quelques fleurs d'échinacée en tisane, elles m'ont bien soignée. Dans les heures qui ont suivi, j'ai senti la différence. Voilà. Ça après... il y a des plantes qui sont vraiment ultra efficaces. Peut-être adaptées à ton corps.
Je pense aussi qu'il faut peut-être tester aussi en fonction de son corps aussi. Après, tu vois, ça c'est un milieu, je veux pas trop m'y aventurer, tu vois. Non, mais au moins tu rentres pas dans le truc en mode rasez-vous tous, suivez le Non, guide. puis de toute façon, les plantes, notre corps et les plantes, elles sont faites pour communiquer, hein. On partage quand même des gènes, enfin de l'ADN en commun. Il y a un moment où on se comprend. On se nourrit de plantes, notre corps il le comprend sûrement mieux que le chimique. Le chimique, il fait que imiter les molécules des plantes, c'est juste de l'imitation. Ou d'extraire peut-être. Extraire certains, mais des fois ils essayent juste d'imiter chimiquement les mêmes molécules. Et sauf qu'en plus ils isolent les molécules. Alors que dans une plante, tu vas avoir toutes ces vertus. Tu as dit quelque chose qui est juste du bon sens, mais je crois qu'on l'oublie et c'est bien de le répéter. Tu disais, oui, mais c'est déjà bien de bien se nourrir Oui. et de consommer des choses Ouais. diversifiées plutôt que bouffer de la merde et se dire c'est pas grave, il y aura un médicament pour ça, quoi. Tu vois, le potager, on n'en a pas trop parlé, mais moi c'est une nourriture de qualité. Bah, faut avoir un budget pour quand même se l'offrir. Et potager, je crois que la première raison pour laquelle j'ai commencé un potager quand j'étais plus jeune, c'était parce que je trouve que mon corps il mérite de la bonne nourriture, tu vois. J'ai pas envie d'avaler n'importe quoi. Puis comme j'avais grandi dans une ferme où on faisait du bio, pour moi aller acheter c'était dur, hein, les premières années, hein. Aller dans un supermarché, acheter des trucs tout durs, qui n'ont pas de goût. J'avais jamais mangé ça. D'ailleurs, moi je suis ça on n'en a pas parlé, mais je suis devenue végétarienne parce que mes parents ils faisaient plus de volaille et moi acheter de la volaille en supermarché. Après, bien sûr, il y a des bouchers, il y a des producteurs et tout ça, mais j'avais pas forcément ni les moyens ni pensé à ça. Mais c'était pas possible pour moi en fait, vu que j'avais goûté la bonne nourriture, la vraie nourriture. C'est ce qu'on se disait avec Catherine. On a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont bien nourris. Bien nourris. Et après, c'est dur de. Donc, ouais, le potager, ne serait-ce que si t'es pas forcément dans une démarche d'autonomie ou de quoi que ce soit. Déjà, ne serait-ce que pour son bien-être, pour sa santé, je pense que c'est important. Et puis, faut pas oublier, voilà, les plantes, elles ont leur rôle aussi, ne serait-ce qu'en assaisonnement ou des choses comme ça. En fait, des fois, on oublie d'assaisonner maintenant, mais ça apporte plein de bonnes choses. Ouais, c'est ça, du plaisir et tout ce qu'elles peuvent nous apporter, en fait. Je vois que tu fais de la... je ne sais pas si on dit tonte raisonnée, mais que tu tombes pas partout derrière, par exemple. Ouais, oui, là, c'est une petite zone que je laisse un peu en sauvage, parce que je veux pas planter sous le chêne, on en avait parlé rapidement, mais parce que c'est un peu plus sec là l'été, donc je laissais comme ça. Puis dans le potager aussi, c'est un peu pareil. Et ici, j'ai pas trop de problème avec les ravageurs parce que en fait, c'est des plantes, elles ont leur propre répulsif à l'intérieur. Là, c'est de l'aquilée, tout ça. Ça se fait pas attaquer par les ravageurs. Mais dans le potager, je constate aussi que malgré que j'ai des escargots dans les plates-bandes ou des limaces, elles sont quand même plus dans les hautes herbes. Elles sont souvent plus parce que ça garde l'humidité toute la journée. Donc voilà, pour ça. Tu me disais, alors sur tout ce que tu as, vu que tu avais 1 000 €, je crois, d'investissement pour ton activité, donc là, je vois au loin les cassis, tu as réussi à les reproduire. Tu as réussi à bouturer, pareil, pour les plantes, comment tu t'y es pris? Alors en fait, dans les 1 000 € que j'ai dépensé, je crois, 300 € de bâches. Et encore, j'ai un rouleau que j'ai pas du tout touché parce que j'ai vu grand au début quand même. Et j'ai pris un petit peu d'argent pour le séchoir parce que j'avais besoin des vis, des choses comme ça. Le séchoir de plantes aromatiques, le déshumificateur, tout ça. Voilà. Je sais plus trop dans quoi, mais en fait c'était parti là-dedans. Et j'avais acheté quelques graines. Donc je suis partie soit de graines, tout ce qui est qu'il est par exemple le fenouil, c'est des graines. Mais tout ce qui est sauge, je suis partie d'un seul plan et j'ai tout bouturé. Mais ça, j'avais anticipé un peu l'année d'avant. J'avais fait beaucoup de boutures et les cassis, tout ça c'est un plan que j'ai au potager et j'ai tout bouturé. Mais ça se bouture très simplement, en fait ça pousse tout seul. Et quasiment tous mes plants c'est soit de la bouture, soit du semis, mais j'ai pas acheté de plants tout fait. Et ça réduit, sinon je pense que je pouvais multiplier par 4, 5. Tu reprends tes graines après maintenant? Tu refais toi-même tes graines? Je le fais pas forcément, non. Pourquoi? Parce que je m'embête pas. Ouais, mais je pourrais concrètement. Après un petit paquet de graines, c'est pas très. En plus, souvent t'as tellement de graines dedans, ça me dure 2-3 ans, donc bon. Puis tu vois, c'est beaucoup de vivaces. Ça, j'ai pas besoin de les replanter d'année en année. J'ai juste quelques annuels en fait, j'en ai pas beaucoup. Genre quoi? J'ai les cosmos là qu'il y a ici. Ah oui. Les mauves de Mauritanie, moi je les refais tous les ans parce que sinon elles peuvent revenir, mais elles s'abîment et elles sont pas très belles, donc je les refais. Ça va faire des fleurs violettes et quand tu les fais chauffer avec ton eau en infusion, elle va devenir bleue, c'est super sympa. Les gens, ça fait un peu magique, tu vois. Ah ouais. Le breuvage,
C'est un peu de la teinture alors. Ouais, c'est ça. Après, moi, tu vois, j'en ai pas des plantes tinctoriales, mais j'ai ma mère qui file la laine et elle en cultive et elle fait ses teintures de laine. Faut que vous retourniez à Guédelon. Hein. Ouais, bah oui. On s'est pris une claque, c'était super. Bah, il y a tellement de choses intéressantes, tous les métiers comme ça, artisanales. Tu y étais allée? Oui, j'y étais allée quand j'étais enfant. J'étais toute petite, avec l'école, je me rappelle. Je devais avoir 10-12 ans. Oui, bah moi, il y avait des débuts de château. On me disait, oui, ça sera un château un jour. Bon, faudrait que j'aille vérifier si c'est vrai, parce que je sais pas. Non, puis c'est tout le savoir. Bon, bah, on le partagera. Tout le savoir qu'il y a autour, c'est dingue. Là, c'est des agastaches. C'est bon aussi pour la digestion. Et c'est pareil, c'est une plante qui n'est pas très connue, mais ouais, la digestion, c'est super bon. C'est aussi un petit goût un peu mentholé anisé. C'est super sympa. Ouais, comme ça, vu de loin, on peut croire à de l'ortie, mais ça, c'est excellent, la gastache. Là, j'essaye, c'est une mélisse orange, mais j'ai pas encore testé. C'est des essais, ouais, je fais beaucoup d'essais. Bon, de toute façon, je me laisse le loisir d'essayer, de prendre mon temps, en fait. Ça, pour pas t'ennuyer de faire toujours les mêmes choses. Voilà. On a commencé à capter le personnage. Et c'est un peu dommage, parce que comme je disais, là, c'est pas encore en fleurs, mais dans 15 jours, 3 semaines, ça va être tout fleuri, tu auras des couleurs de partout. Et ça, c'est un plaisir... C'est ce que j'aime en fait. Moi j'arrive, je prends mes petits paniers et j'ai un panier rose, un panier bleu, un panier vert. Ça c'est, j'adore ce métier juste pour ça. Ouais, puis de le ramener, puis de tu le remontes, tu le mets dans tes clés. Je trouve qu'il y a un côté poétique et presque, tu vois, tu as tout tes sens en fait en éveil, que ce soit l'ouïe, oui, avec le froissement des feuilles, l'odorat, la vue. Le goût, évidemment. Ouais, le goût, puis tu sens l'odeur là, dans le séchoir. Voilà, ils étaient un peu sèches, donc l'odeur, elle n'était pas aussi présente, mais c'est vraiment, moi j'adore. Puis t'es dehors, puis t'entends des petits oiseaux, donc c'est plutôt sympa. C'est quoi tes prochains projets? Parce que tu dis que tu ne tiens pas en place, mais on a vite fait parler, j'ai peut-être vendu la mèche, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Au niveau professionnel, oui, j'aimerais bien développer d'autres capacités, mais bon, ça pour l'instant, je ne sais pas encore trop quoi. Mes projets, ça va peut-être pas être dans ce que tu attends. Moi, j'ai envie de... En fait, ici, travailler pour Monsanto. Non. Moi, ce que j'aimerais, en fait, mon projet de vie ici, c'est d'avoir un lieu plus ou moins autonome qui me revient pas grand-chose. En fait, mon petit refuge à moi, où je puisse venir me faire plaisir à cultiver mes plantes, parce que moi, j'adore ça et j'en ai besoin. Mais j'ai aussi envie de pouvoir bouger, voyager un petit peu. Donc moi, mon projet, ce serait de pouvoir travailler 6 mois de l'année ici et bouger le reste de l'année, et peut-être en développant d'autres activités qui me permettraient de bouger un petit peu et gagner un petit peu de sous. Mais en fait, tout ce que je fais ici, c'est dans le but de réduire mes dépenses pour gagner de la liberté et faire plus. Voilà, toujours ce côté où je voudrais pouvoir faire ce que je veux quand je veux, si je veux pouvoir partir plusieurs semaines et revenir là sans me dire que ma maison elle m'a coûté une fortune pendant que je suis pas là, parce que quand tu as un crédit ou que tu as tout qui consomme. Airbnb. Ouais. Non, tu fais, je sais pas. Ouais, non, après, je suis pas sûre que là quelqu'un viendrait louer. Alors là, tu vas voir. Tu dis ça, tu verras en commentaire. Personne dirait, mais tu sais, il faut se mettre à la place, il y a des personnes qui voudraient découvrir peut-être ce mode de vie. Si un jour ça leur correspond, parce que t'es la première à dire, il y en a qui les rêvent, mais qui au bout de 2 jours se font une idée. Ils sont confrontés à la réalité. Mais en fait, après, des projets ici, il y en a tellement, je ne saurais même pas par quoi commencer. J'ai la maison à terminer, là, je viens de terminer la serre. Enfin, elle n'est pas totalement terminée. Quand je l'aurai terminée, je te dirai ce que je vais faire derrière. En fait, moi, je ne projette pas plus loin que la semaine prochaine. On le verra sur YouTube. J'aimerais qu'on parle de ça, c'est assez drôle. C'est que, bon, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais tu es assez timide. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans la fosse au lion? La vraie raison, c'est que j'étais à 2 doigts de tout laisser tomber. Ah ouais? Ouais. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, quand je dis quelque chose, après, je me sens obligée de le faire. Donc tu m'as dit oui, et après tu as dit ah merde. Oui, c'était exactement pareil pour toi. D'ailleurs, c'est la même. Je t'ai dit oui tout de suite. J'ai dit comme ça, je réfléchis pas. Parce que si je réfléchis, je vais pas le faire. Donc, et en fait, j'avais un budget plus large que 1 000 € au début pour m'installer. Et puis tu sais, on a eu ces moments de confinement, et j'avais un job qui était dans la restauration, et qui du coup n'existait plus pendant ces moments-là. Et donc j'ai pris dans mes réserves d'argent, et je me retrouvais avec presque plus d'argent, puis t'es pas trop aidé. Enfin moi je n'ai demandé aucune aide pour m'installer, pour garder de la liberté, je voulais pas devoir rendre de compte. Et vraiment il y a un jour où j'avais appelé d'ailleurs la chambre d'agriculture en disant dites-moi comment on fait pour... je venais juste de créer ma ferme, comment on fait pour annuler tout ça, voilà. Parce que j'ai plus d'argent, je vais jamais y arriver. Et puis j'ai eu un moment de...
Et en fait, j'ai pris ma petite caméra, je me suis mis là, j'ai pris mon téléphone, il y avait ma chienne qui était avec moi et je me suis filmée en disant que j'allais faire ça. Que j'allais créer ma petite ferme de plantes aromatiques, que je voulais viser l'autonomie, plus ou moins, hein, et que j'allais le faire. Et en fait, je l'ai dit. Donc maintenant, j'avais pas le choix. Et en fait, ça m'a aidé à faire ça. Et chaque vidéo... Dis-nous des choses à la caméra, comme ça tu veux faire un château, ouais. Vas-y, tu te mets la pression. Non, je vais pas me mettre la pression, mais chaque vidéo en fait ça m'incite à avancer en fait dans mon projet et ça m'encourage parce qu'en plus on a beaucoup de gens très bienveillants et super gentils qui... À 99%. Ouais, je pense. Qui nous encouragent et qui nous félicitent pour ce qu'on fait. Alors c'est très motivant parce que c'est pareil, on se sent un peu seul. Enfin, en plus moi je viens d'un milieu agricole, alors même si mes parents ils me soutiennent quand même, ils m'ont toujours découragé de faire ça. Parce que ils savent que c'est beaucoup de travail et j'en veux pas hein, parce que ils ont toujours voulu me pousser vers d'autres voies et moi j'ai toujours voulu travailler, je voulais être pépiniériste, ils n'ont surtout pas voulu que je sois pépiniériste parce que justement mes grands-parents étaient pépiniéristes, ils savaient très bien le travail que c'était, c'est physique, c'est dur et maintenant ils sont très heureux que je fasse ce que je veux parce qu'ils voient bien que je suis contente et puis ils m'ont jamais vraiment mis des freins mais ils m'encourageaient pas dedans et c'est vrai que quand je me suis affichée sur YouTube, en fait, il y a plein de gens qui étaient à fond. Ouais, c'est trop bien, viens, vas-y. C'est une confirmation sociale, peut-être. Ouais, quelque part, on a besoin d'être validé. Bon, je pense qu'on a tous ce besoin. Moi, ça m'a fait plaisir parce que j'étais seul au monde aussi. Ouais. Oui, dans l'autonomie aussi, puis de vivre un peu simplement, parce que oui, on parle d'autonomie, mais c'est aussi de la simplicité. Moi, j'essaye de réduire au maximum mes besoins de l'extérieur. Et du coup, des fois, on se sent un peu comme une extraterrestre au milieu de plein de gens différents. Et en fait, grâce à YouTube, j'avoue que ça permet de se sentir moins seul. Et d'avoir des conseils aussi. Oui, des conseils aussi, ouais. Oui, tu as des gens qui sont de bons conseils. Puis moi, je fais des rencontres du coup, parce que comme je vends sur les marchés, il y en a qui viennent me rencontrer. Des abonnés ? Ouais, des abonnés. Et ça, c'est super, parce qu'il y a des échanges qui sont vraiment sympas. Et tu vois, on parlait de mes petits projets secrets. Et je vais peut-être avoir trouvé des personnes qui peuvent m'aider dans ces voies-là. Et voilà, c'est de l'échange aussi. Après, ça se fait petit à petit. Mais oui, YouTube, malgré tout. La sorcière des haies, je le mettrai en description pour que les personnes puissent suivre. Oui, c'est vrai, on n'a pas dit. Ouais. Non, mais les personnes savent maintenant. Au pire, je le remettrai en commentaire épinglé. Mais parce que moi, comme je te disais, donc, je comprenais pas trop. Et après, j'ai vu quand même que tu as quand même montré qu'on pouvait déjà créer son activité. Parce que mine de rien, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien beau de parler d'autonomie, mais... Il faut de l'argent pour financer le projet. Après, à moins que tu aies déjà un gros budget avant de te lancer. Tu sois rentier. Ouais, voilà. Moi, j'avais pas cette chance-là. Pas du tout. Du coup, faut que je continue à produire un peu d'argent. Alors, soit tu es salarié, mais moi, j'avais plus du tout envie d'être salarié. Puis moi, j'ai essayé de faire ce projet en étant salarié. Et en fait, quand tu rentres chez toi, t'as pas envie. C'est beau, c'est vachement important ce que tu dis. Ouais. Au début, j'ai essayé dans ma première maison. Et en fait, tu mets pas la même énergie. Et là, le fait d'être là tout le temps, je vis les choses différemment, je suis à fond dedans. Alors qu'avant, tu rentrais un peu dans le monde normal. Et puis tu revenais dans ton petit monde parallèle. Et du coup, je mettais pas la même énergie, tu vois, que maintenant. Ça avance 10 fois plus vite depuis que j'ai quitté le monde salarié, quoi. Ah, c'est dingue. Mais non, mais j'aime beaucoup ce genre de retour. Je sais pas si j'aurais pu avancer comme... Enfin, après, j'avance beaucoup aussi à l'extérieur, mais en fait, c'est ce qui me parle le plus. Je pourrais avancer sur ma maison, mais moi, je préfère faire d'abord ce qu'il y a à faire dehors. Je sais que t'aimes pas trop demander les choses. Mais moi, là, si je te disais, qu'est-ce qui te manque là pour avancer plus vite ? Peut-être des sous, tu me dirais, mais... Non, c'est même pas des sous, tu sais quoi ? Parce que maintenant, plus ça va, plus je sais me débrouiller avec de la récup, des palettes, des machins. J'arrive vraiment à faire de plus en plus de choses et je gagne aussi en confiance en moi parce que j'ai commencé le bricolage en même temps que la chaîne. Parce que je savais pas trop bricoler, j'avais fait un petit poulailler une fois, j'avais fait monter mes meubles Ikea, c'est tout. Ouais, ça c'est pas Ikea, mais c'était d'autres marques, sans dire de marque. Mais voilà, des trucs en kit. Et j'avais jamais trop bricolé. Et en fait, là, c'est plus même du temps. Parce que malgré tout, ça me prend du temps d'essayer de générer un peu d'argent. Il m'en faut peu d'argent, mais il m'en faut un petit peu. Mais j'arrive à avoir ce dont j'ai besoin. Mais en fait, là, il faut juste me laisser le temps de faire les choses. Mais non, j'ai pas... Enfin, moi, besoin de quoi demain on me dit qu'est-ce que tu veux, je sais pas. Enfin, il y a des choses que j'ai envie, mais ça arrivera. Fiche la paix. Ouais, il y a des choses que j'aimerais, mais
ça arrivera en temps et en heure. En fait, je suis pas pressée que ça arrive. Enfin, tu vois, il y a des choses que j'aimerais bien. Mais avant qu'elles arrivent, ces choses-là, je sais que j'ai d'autres choses à faire de toute façon. Donc, donc je suis pas pressée. Bon, oui, moi, je veux avoir une vie simple et paisible. C'est tout ce que je veux. C'est très beau. Est-ce que tu veux passer un message libre? C'est vrai que je pose beaucoup de questions. Ouais, Mais... moi j'ai envie de dire qu'il faut oser faire les choses, essayer en tout cas dans la vie. Après, faut limiter les risques, bien sûr, on va pas prendre des risques démesurés, mais faut pas avoir peur d'essayer et des fois de un peu tout lâcher. Enfin, ça fait peur. Moi j'ai eu très peur, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube d'ailleurs, c'est parce que j'ai eu très peur et que j'étais à 2 doigts de tout lâcher. Et des nuits blanches? Ouais, surtout au moment où tu te lances, que tu n'as aucun revenu et que tu mets tout ton argent dedans et que tu galères. Tu n'as aucune rentrée au début parce que les plantes, faut que ça pousse. Hein, et que tu mets toute ton énergie, tu sais pas si ça va marcher, si tu vas réussir à vendre, si tu... Voilà. Donc oui, tu as des nuits blanches, mais en même temps, moi, les risques étaient limités. Au pire, je retournais travailler et puis je reprenais une vie... ma vie d'avant, Ouais, puis voilà, ça m'aurait pas plu, mais au moins j'aurais essayé, j'aurais eu la conscience tranquille. Et je pense tranquille. Non, mais je pense qu'il faut essayer pour quand on a un projet, qu'on a un rêve, peu que ce soit, peu importe ce que c'est, il faut essayer, sinon tu auras des regrets. Et voilà, faut pas avoir de regrets dans la vie. Ouais, c'est très beau. Marie, oui. La sorcière des haies. Oui. Merci beaucoup. Et puis Merci à toi. longue vie à ton projet. Merci beaucoup. Merci Marie.